Et le thème, c'est l'insuffisance mitrale fonctionnelle par voie percutanée. Je vous présente les deux orateurs. Dr Saïd Ghostin, qui est chef du service de cardiologie interventionnelle de l'hôpital Maïlan Long, et également Martin Klockner, qui est cardiologue et qui est chef de l'USIC, et il s'occupe également de nos transplantés cardiaques. Qui c'est qui a commencé? Je commence. Allez, allez. Bonsoir à tous. Donc, on va faire le webinaire en deux parties. Et moi, je vais commencer par vous parler de l'insuffisance mitrale et du traitement percutané de façon un peu théorique avant de vous montrer un cas clinique. Donc, tout d'abord, nous n'avons pas de conflit d'intérêt en rapport avec le thème du MitraClip, ni Saïd ni moi. Alors, quand on s'intéresse à la fuite mitrale fonctionnelle, il est bon de se rappeler l'anatomie et de comprendre que ce qui est en jeu dans les fuites mitrales fonctionnelles, ce n'est pas seulement l'appareil valvulaire lui-même ou sous-valvulaire, mais c'est bien l'ensemble des cavités gauches avec l'anneau mitral, les feuillets valvulaires, les cordages, les piliers, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Tous ces éléments-là interviennent dans le fonctionnement normal et pathologique potentiel de la valve mitrale. Et grâce à Monsieur Carpentier, on peut classer les insuffisances mitrales selon l'existence d'un mouvement valvulaire normal, c'est le type 1, où en fait on a une dilatation de l'anneau. Donc là, c'est celle-ci, une dilatation de l'anneau, les feuillets sont normaux et la fuite mitrale est liée à la dilatation de l'anneau. Le type 2, on a un mouvement valvulaire excessif, c'est le cas des prolapsus, des ruptures de piliers qui entraînent elles-mêmes un filaire complet d'un feuillet. Et le type 3, qui est lui-même divisé en deux, quand le mouvement valvulaire est limité, donc restrictif, soit il est limité en systole et en diastole, par exemple dans les valvulopathies mitrales d'origine rhumatismale ou toxique ou carcinoïde par exemple, soit il est limité uniquement en systole et c'est le cas des fuites mitrales secondaires à une pathologie du ventricule gauche d'origine ischémique ou non ischémique. Et en fait, on peut catégoriser ces fuites mitrales en deux grandes classes. Il y a les fuites mitrales primaires ou organiques et les fuites mitrales secondaires ou fonctionnelles, quand les feuillets valvulaires eux-mêmes sont normaux et que la dysfonction de la valve est une conséquence d'un problème au niveau de l'oreillette, de l'anneau ou du ventricule. Alors, je vais juste préciser un peu les éléments qui expliquent pourquoi on a une fuite mitrale donc dans le type 1 et dans le type 3B. Alors, le type 1, en fait, c'est la fuite mitrale d'origine atriale. Elle est liée le plus souvent à la dilatation de l'anneau, mais il y a plusieurs facteurs qui concourent à l'existence d'une fuite mitrale. Le premier, c'est qu'il y a une inadéquation entre le remodelage des feuillets valvulaires et la dilatation annulaire. Il a été démontré dans des études animales que quand on déplace les piliers de la mitrale, par exemple, qu'on crée un tenting artificiel, expérimental, il y a un remodelage des feuillets, c'est-à-dire que le feuillet peut gagner de l'amplitude. Et dans les fuites mitrales par dilatation de l'anneau, en fait, ce qu'on peut observer, c'est que pour une surface de l'anneau mitral équivalente, on peut avoir des tailles de feuillets qui sont plus ou moins importantes. Donc là, et on peut en tirer un ratio de la surface totale des feuillets sur la surface de l'anneau. Et évidemment, moins il y a de feuillets, plus il y a de fuites. Donc ça explique que deux anneaux dilatés de la même façon n'entraînent pas tous la même fuite mitrale. Donc, parfois, s'il y a les feuillets qui ont été remodelés, ils vont venir en quelque sorte combler la dilatation de l'anneau, et si c'est pas le cas, on aura une grosse fuite. Ça, c'est le premier mécanisme qui explique les fuites mitrales de type 1. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le tenting atriogénique. Donc, le tenting, c'est une notion qu'on applique généralement aux fuites mitrales secondaires à une pathologie du ventricule gauche, et on peut l'appliquer aussi quand il y a un problème au niveau, une dilatation de l'oreillette gauche et de l'anneau. En fait, vous voyez que
l'anneau postérieur va basculer en quelque sorte en arrière de la paroi postérieure du ventricule gauche, et cette bascule va entraîner une traction sur le feuillet mitral postérieur et entraîner un tenting de ce feuillet. Et en fait, c'est souvent ce qui cause également ce qu'on appelle le pseudoprolapsus de la valve mitrale antérieure chez les patients âgés qui ont une grosse oreillette gauche dans une histoire de fibrillation auriculaire chronique. On peut avoir une restriction du feuillet postérieur qui est donc d'origine atriogénique et parfois associée à un pseudoprolapsus du feuillet antérieur avec une fuite qui, dans ce cas-là, peut être excentrée, alors que habituellement on avait l'habitude de dire que les fuites par dilatation de l'anneau étaient centrales. On peut aussi avoir des fuites excentrées par ce mécanisme-là. Le dernier élément, c'est la dysfonction atriale chez les patients qui sont en fibrillation auriculaire notamment, avec une contraction atriale qui est réduite. Donc la taille de l'anneau diminue moins lors de la systole que chez un patient en rythme sinusal, et ça concourt à la majoration de la fuite mitrale. Les variations brutales de la fréquence cardiaque peuvent aussi entraîner des anomalies au niveau du remplissage et favoriser l'aggravation d'une fuite mitrale lors d'une accélération brutale du rythme cardiaque. Donc tous ces éléments-là sont résumés ici pour expliquer les mécanismes qui entraînent une fuite mitrale fonctionnelle d'origine atriale, Carpentier type 1, donc généralement par dilatation de l'oreillette gauche et de l'anneau, sans qu'il y ait d'anomalie au niveau du ventricule gauche. Maintenant, pour ce qui est des Carpentier 3B, donc ce sont les fuites mitrales fonctionnelles par une restriction systolique du mouvement des feuillets, donc un défaut de fermeture. En fait, la dilatation globale ou localisée du ventricule gauche réduit les forces de fermeture de la valve mitrale, et il y a en parallèle une augmentation des forces de traction qui entraîne ce tenting qu'on voit là sur les deux feuillets. Ce tenting peut être symétrique dans le cas des cardiopathies dilatées où la dilatation est globale, et à ce moment-là, la fuite a plutôt tendance à être centrale dans l'oreillette gauche, ou asymétrique dans les fuites mitrales secondaires à une pathologie ischémique, avec un tenting, une restriction du mouvement du feuillet postérieur le plus souvent, qui est supérieur à la restriction du feuillet antérieur et qui entraîne dans ces cas-là une fuite excentrée sous le feuillet postérieur. Les autres éléments qui participent à l'aggravation des fuites mitrales d'origine fonctionnelle par une pathologie du ventricule gauche, c'est l'asynchronisme intravégé, l'existence de la dilatation annulaire aussi, puisque l'anneau peut se dilater soit à cause de l'oreillette, soit du ventricule. Et il faut se souvenir que ces fuites sont volodépendantes et variables dans le temps, et ça va être important pour leur estimation et le diagnostic. Alors là, bon, je suis désolé parce que normalement, on ne devrait pas avoir le tableau en surimpression sur les courbes. Voilà, c'est pour vous montrer l'impact pronostique de la fuite mitrale secondaire dans l'insuffisance cardiaque. L'existence d'une fuite mitrale modérée ou sévère a un impact très important chez les patients ayant une dysfonction cardiaque, puisque ça diminue de façon significative la survie et également la survie sans insuffisance cardiaque. Et vous voyez que dans cette étude, donc les courbes de survie montrent bien ça, et dans les facteurs de risque en analyse multivariée d'insuffisance cardiaque, on retrouve l'existence d'une fuite mitrale modérée à sévère, hein, donc pas uniquement les fuites mitrales sévères, avec un risque relatif de faire d'insuffisance cardiaque qui est supérieur à 3. Donc c'est même plus que la fraction d'éjection, par exemple. Là également, dans cette étude qui a quelques années, on voit que il y a un impact pronostic fort sur la survie sans hospitalisation pour insuffisance cardiaque de l'existence d'une fuite mitrale sévère ou modérée, que ce soit en bas à gauche chez les patients qui ont une origine ischémique à leur cardiopathie ou alors une origine non ischémique à cette cardiopathie.
Alors, en ce qui concerne le diagnostic, il y a des recommandations européennes et américaines qui diffèrent un peu pour le grade des fuites mitrales secondaires. Les dernières recommandations européennes de 2017, elles ont établi qu'une fuite mitrale secondaire était considérée comme sévère à partir d'une surface d'orifice régurgitant supérieure à 20 mm² ou un volume régurgité à 30. Les Américains ont gardé la même définition pour les insuffisances mitrales primaires ou secondaires avec un seuil d'orifice régurgitant à 40 mm², même si il est dit que il faut considérer que dans les fuites secondaires, ce seuil peut être plus bas, mais il n'y a pas de recommandation vraiment précise. Pourquoi il y a cette différence et pourquoi on parle 20 mm² chez les patients dans les recommandations européennes? C'est parce qu'en fait, ce seuil de 20 mm² était le seuil qui montrait un impact pronostic fort chez les patients en post-infarctus. Quand on a une SOR supérieure à 20 mm², on a un risque de survie qui est diminué par rapport à une SOR plus faible. Donc, c'est dans ce cadre d'insuffisance mitrale secondaire, à partir de 20 mm², il y a un impact pronostic. La deuxième raison, c'est qu'on sait que quand on analyse en 3 dimensions la fuite mitrale d'origine secondaire, on a souvent une vena contracta et donc un orifice régurgitant qui a une forme elliptique ou banana shape par opposition à la fuite mitrale primitive. Donc en 2D, on n'a qu'une coupe transversale de cette forme-là. Donc c'est bien un rond pour les insuffisances mitrales primitives, mais là si on coupe, on aura un rond pour les insuffisances mitrales secondaires, mais ça sous-estime très largement toute la surface de l'orifice régurgitant. Cette diapo pour vous montrer que l'insuffisance mitrale secondaire est volodépendante. Et il peut être intéressant de l'évaluer à l'effort avec, dans cette étude de 2010, un impact fort sur la survie sans insuffisance cardiaque et sur les événements en général d'une aggravation de la fuite mitrale à l'effort avec une augmentation de surface d'orifice régurgitant au-delà de 13 mm². Dans le diagnostic, il peut être très intéressant d'avoir recours à l'IRM, qui est le gold standard pour l'évaluation des volumes ventriculaires et donc de la FEVG, et qui permet avec les nouvelles techniques d'évaluer également les fuites mitrales, puisque grâce à l'évaluation des volumes, on peut évaluer le stroke volume. Grâce à l'imagerie en contraste de phase, on peut évaluer le volume d'éjection aortique, la différence des deux étant la fuite mitrale, le volume de la fuite mitrale. Et enfin, dans ce qui est important dans l'évaluation d'une fuite mitrale, je pense qu'il faut regarder la fraction de régurgitation qu'on a tendance à oublier. Et il y a un éditorial qui expliquait ça assez bien et qui montre qu'en fait, à volume télédiastolique égal du ventricule gauche, si la FEVG diffère, et pour un même volume régurgitant, on peut se retrouver avec une fraction de régurgitation qui est de 30%, de 50%. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir 30% du volume qui, au lieu de partir vers le débit systémique, est rejeté vers l'oreillette gauche, ou 50%, et l'impact est probablement pas le même, alors que le volume régurgitant, dans ces deux cas, est de 15 millilitres. Alors, en ce qui concerne le traitement, la première chose, c'est évidemment le traitement médicamenteux de l'insuffisance cardiaque, et que je ne vais pas reprendre en détail évidemment, mais j'attire votre attention sur l'Entresto, qui a montré dans cette étude un effet bénéfique sur la diminution de la fuite mitrale en comparaison avec le valsartan seul. Donc on a une diminution plus importante de la surface de l'orifice régurgitant et du volume régurgité chez les patients qui prenaient de l'Entresto. Donc ça peut être intéressant quand on a un patient qui garde une fuite mitrale sévère de penser au switch vers l'Entresto. La resynchronisation est parfois efficace sur l'insuffisance mitrale secondaire, mais c'est assez difficile à prédire. En tout cas, en dehors du type de cardiopathie, les ischémiques semblent être plus répondeurs, peut-être parce que souvent la fuite mitrale sur les ischémiques est liée à une anémolie au niveau de la paroi latérale qui bénéficiera le plus de la resynchronisation. S'il y a une cinétique qui est encore
à peu près correcte. Mais en dehors de cet élément-là, ischémique ou non ischémique, on n'a pas vraiment d'autres facteurs prédictifs de réussite de la resynchro. La chirurgie, alors il y a eu pas mal de papiers au début des années 2010 avec des études d'abord sur les fuites mitrales ischémiques où on avait souvent là donc en l'occurrence c'était les patients qui devaient subir un pontage coronaire et qui avaient une fuite mitrale modérée. Est-ce que c'était important de s'occuper de la fuite mitrale? En fait, les résultats ne montrent pas d'amélioration de la survie ou des événements graves. Il n'y a pas non plus d'aggravation de la mortalité, notamment périopératoire, quand on associe un geste mitral au geste de pontage. À 2 ans, les résultats n'étaient pas non plus en faveur de la plastie mitrale ou du pontage seul. La seule chose qu'on pouvait noter, c'est que la dyspnée était améliorée initialement et qu'au cours du temps, cette amélioration de la dyspnée avait tendance à s'éteindre petit à petit. Est-ce que si on compare avec la bioprothèse mitrale, donc avec la certitude d'avoir une correction parfaite de la fuite, c'est mieux ou alors est-ce que c'est pire? Parce que c'était un peu l'idée que la fuite mitrale secondaire est une soupape et que donc fermer la mitrale pouvait être délétère. En fait, cette étude a montré que ça n'était pas le cas. Il n'y a pas de bénéfice de la plastie mitrale versus la bioprothèse. Et quand on sait quand même que il y a beaucoup de récidives de fuite mitrale et donc d'insuffisance cardiaque avec les plasties mitrales, avec les bioprothèses, c'est moins fréquent, il y a moins de réopération, moins de récurrence de la fuite mitrale et donc moins d'insuffisance cardiaque. Donc, s'il faut opérer ces patients, il faut probablement pas hésiter à leur proposer un remplacement valvulaire plutôt qu'une plastie mitrale. Et voilà, donc le résumé de ces études sur la chirurgie mitrale, dans les recommandations, c'est que on peut proposer une chirurgie mitrale aux patients qui ont une fuite mitrale secondaire sévère, qui nécessite des pontages et dont la FEVG est supérieure à 30%. Pour les patients dont la FEVG est inférieure à 30%, c'est beaucoup plus hasardeux et ça peut être discuté si la revascularisation, enfin s'il y a un objectif de revascularisation étayé par l'évaluation de la viabilité myocardique. Pour ce qui est des fuites mitrales dans les CMD non ischémiques, il n'y a pas de bénéfice de l'annuloplastie mitrale chez ces patients-là. Donc là, je pense qu'il n'y a plus vraiment de place de la chirurgie mitrale pour les patients qui sont non ischémiques. Alors voilà, on va rentrer dans le cœur du sujet, qui est le traitement par MitraClip. Donc le MitraClip existe depuis 2004 avec la première publication qui date de 2004. Le principe que vous connaissez, c'est une réparation bord à bord de la valve mitrale à l'aide d'un clip qui est implanté par voie percutanée, ponction veineuse fémorale. Le matériel est amené jusque dans l'oreillette droite, cathétérisme transseptal. Le clip est déployé dans l'oreillette gauche, traverse la valve mitrale, va capturer les 2 feuillets mitraux. Initialement et le plus souvent, c'est au niveau des segments centraux de la valve mitrale à 2P2, rétablit une coaptation par cette réparation bord à bord qui est inspirée de la technique chirurgicale d'Alfieri. Donc ça fait maintenant 16 ans que le MitraClip existe et il y a 100 000 patients à peu près qui ont été traités dans le monde, dont 30 000 quand même dans le cadre d'essais de la recherche. Donc c'est une expérience très importante. Et en 16 ans, on a acquis de plus en plus d'expérience sur la sélection des patients, sur l'implantation, sur l'imagerie échographique notamment, qui est un élément qui est capital dans la réussite de ces procédures. Et donc ces équipes se perfectionnent dans l'utilisation du MitraClip et dans l'implantation des MitraClip. Et cette technique structurelle nous a aussi appris beaucoup et nous a fait progresser beaucoup, notamment en imagerie, puisque moi je suis échographiste, donc je parle surtout pour moi, mais ça nous a appris énormément de choses et fait comprendre énormément de choses en échographie. Depuis le début de l'histoire du MitraClip, il y a plusieurs générations. Donc il y a les premières évolutions, c'était que les bras du clip sont devenus plus longs, donc permettaient de capturer une plus grande longueur de feuillet mitral et donc de rétablir une hauteur de coaptation plus importante. Donc là, vous voyez cette génération-là qui est plus
grande que celle-ci. Et là, dans les dernières générations, il y a des clips qui ont des bras plus larges. Et la toute récente, qui n'est pas encore disponible en France, a 2 bras qui se ferment de façon indépendante, si je dis pas de bêtises. Alors là, il y a 2 tableaux superposés. Je suis désolé, mais c'était pour vous montrer les résultats d'Everest, qui était la première grande étude randomisée MitraClip versus chirurgie, qui a permis de montrer que le MitraClip n'était pas inférieur à 5 ans par rapport à la chirurgie. Alors, les informations sont en dessous du tableau là, malheureusement, mais il y avait 27% de fuite mitrale secondaire dans Everest 2. La survie à 5 ans est comparable dans le groupe chirurgie et dans le groupe MitraClip. La différence qu'on a observée, c'est sur les 6 premiers mois, il y avait plus de réopérations dans le bras MitraClip, puisque sachant qu'on était au début quand même de l'histoire du MitraClip, donc avec encore une courbe d'apprentissage des équipes, mais il y avait plus de patients réopérés par un échec de la procédure. En revanche, on a vu quand même que le résultat sur la fuite était satisfaisant. Les patients avaient une fuite de grade 3-4 initialement, et vous voyez qu'à 1 an, on a quand même une très grande proportion de patients qui ont encore une fuite qui est minime à modérée, et ce résultat à 5 ans persiste, puisqu'on a encore beaucoup de patients qui ont une fuite minime à modérée. Quand on a analysé les résultats d'Everest en essayant de trier les patients qui avaient une fuite mitrale secondaire ou une fuite mitrale primaire, on a vu qu'en fait, la chirurgie semblait supérieure dans les fuites mitrales primitives, mais qu'il y avait peut-être une tendance en faveur du MitraClip pour les fuites mitrales secondaires. Donc c'est pour ça que les études randomisées ont été mises en place, dont vous avez entendu parler bien évidemment, MITRA-FR et COAPT, que je vais essayer de vous résumer. Donc MITRA-FR, les critères d'inclusion étaient les suivants. Patient symptomatique sous traitement optimal, avec au moins une hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans les 12 mois, porteur d'une insuffisance mitrale secondaire sévère, c'est-à-dire définie selon les recommandations européennes par une surface d'orifice régurgitant supérieure à 20 mm², FEVG entre 15 et 40%, récusé pour la chirurgie d'après la Heart Team, et un Core Lab Echo validait les échographies pour valider l'inclusion des patients dans le protocole et notamment dire si l'implantation du clip était techniquement réalisable. Donc dans MITRA-FR, les patients étaient assez sévères, 2/3 des patients en classe 3 et 4 de la NYHA, 33% de fraction d'éjection, une SOR à 31 mm² en moyenne. Il y a eu un suivi des patients qui a été tout à fait correct, puisqu'on a 99% des patients qui ont pu être suivis jusqu'au bout. Il y a eu l'analyse en intention de traiter et per protocole pour les patients qui n'auraient pas eu le device. Et donc vous connaissez ces résultats sur la mortalité et les réhospitalisations pour insuffisance cardiaque qui étaient négatifs. Donc sans bénéfice du MitraClip contre le traitement médical seul. En revanche, ce qui est intéressant quand même dans MITRA-FR, c'est les données sur la sûreté de la technique, puisqu'il y a très peu de complications de l'implantation. Il n'y a aucune mortalité périprocédurale, il n'y a pas eu de chirurgie, il y a essentiellement des complications vasculaires. Et l'efficacité, qui est définie là par le succès de l'implantation technique du dispositif, était de 96%. Dans 45% des cas, c'était un clip, 45% de clips, et puis parfois, assez rarement, 3 clips. Encore une fois, on était encore assez précoce dans l'expérience MitraClip en France, puisque c'est une étude française. Et vous voyez en bas à gauche l'efficacité sur la diminution de la fuite mitrale, qui est là encore très bon. Donc la technique fonctionne bien pour diminuer la fuite, est sûre, mais malheureusement n'a pas permis de montrer un bénéfice sur la mortalité ou les hospitalisations. Maintenant, qu'en était-il de COAPT? Donc COAPT, les critères d'inclusion
étaient les suivants. FEVG entre 20 et 50%, versus 15-40 pour Mitra-FR. Insuffisance mitrale secondaire sévère de grade 3 ou 4, selon les critères ASE, donc une SOR supérieure à 30 mm². Patient en NYHA 2 à 4A, donc 4A c'est le 4 ambulatoire, contrairement à Mitra-FR, avec au moins une hospitalisation dans l'année et une élévation des peptides natriurétiques. Patient récusé pour une chirurgie mitrale, il n'y avait pas de corps lab pour la validation, donc à partir du moment où une équipe considérait que le patient était éligible à la technique, il pouvait être inclus. Donc dans COAPT, on a à peu près la même, au premier abord, la même sévérité des patients, puisqu'il y a à peu près de 60% des patients qui sont NYHA 3 et 4, pas mal de patients en classe 2 quand même. La FEVG est à 31%. Et la SOR est un peu plus élevée à 40 mm². Le résultat sur la fuite est très bon, avec une diminution et l'obtention d'un grade 1 dans 82% des cas. Et donc c'est un très bon résultat. L'étude elle a été faite à peu près en même temps que Mitra-FR, mais je pense que l'expérience américaine était déjà plus développée et donc il y avait des équipes plus expérimentées probablement. Il y avait quand même souvent au moins 2 clips implantés dans plus de 50% des cas. Et donc COAPT, contrairement à Mitra-FR, a montré des résultats positifs sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque après un suivi de 2 ans. Il y a là encore très peu de complications, puisque ce qui était prévu, c'était 88% de complications et en fait 88% de sécurité, pardon. Et on était à 96% d'implantation sans complications. Les résultats sont positifs sur la mortalité, avec une diminution significative de la mortalité à 2 ans et un nombre de patients à traiter à 5,9 pendant 2 ans pour éviter un décès. Donc c'est un résultat favorable au MitraClip. Et le critère combiné décès ou hospitalisation a également été positif. Alors pourquoi est-ce qu'on a des résultats opposés de 2 études qui ont le même objectif? En fait, il faut comprendre que ce n'est pas 2 fois la même étude. Il y a un élément qui est commun aux deux et qui est très important, c'est l'efficacité sur le degré de la fuite et surtout la sécurité du device. Ces 2 choses ont été démontrées par les 2 études. Pourquoi est-ce que ces deux études sont différentes? Alors, parce que les fuites mitrales étaient probablement plus sévères dans COAPT que dans Mitra-FR. Vous voyez que la SOR était au-delà de 40 dans COAPT et à 30 uniquement dans Mitra-FR. Surtout dans Mitra-FR, il y avait quand même la moitié des patients qui avaient une SOR inférieure à 30 mm². Donc ça ne veut pas dire que la fuite n'est pas sévère, mais ça veut dire qu'elle est moins sévère que dans COAPT. Et dans COAPT, 40% des patients avaient une fuite grade 4. La fraction d'éjection, c'était superposable. En revanche, les volumes ventriculaires étaient nettement plus dilatés dans Mitra-FR que dans COAPT. Dernière chose, les critères d'inclusion comportaient le niveau de pression pulmonaire dans COAPT, pas dans Mitra-FR, et sur la population incluse, vous voyez qu'il y a quand même un niveau de pression pulmonaire qui est plus élevé dans Mitra-FR que dans COAPT, avec une PAPS à 54 versus 44, ce qui est quand même aussi un élément de gravité de la population étudiée dans Mitra-FR. Et quand on essaye de distinguer dans COAPT ou dans Mitra-FR, enfin, en l'occurrence dans COAPT, les patients qui sont avec une fuite très sévère ou non versus un volume très dilaté ou non, on s'aperçoit qu'en fait, quand la fuite mitrale est vraiment importante, avec un VG très dilaté, on a un bénéfice. Si le VG est moins dilaté, c'est là qu'on a le bénéfice le plus important. Et effectivement, quand la fuite est moins importante, donc plus comme dans Mitra-FR, avec un VG extrêmement dilaté, on n'a pas de bénéfice. Et pareil, même si le VG est moins dilaté, si la fuite n'est pas très sévère, quand on l'évalue par la surface d'orifice régurgitant, on n'a pas de bénéfice significatif. Donc,
ce qu'il faut retenir probablement, c'est que les patients qui en tireraient le plus grand bénéfice sont les patients avec une surface d'orifice régurgitant la plus large et les volumes les plus bas dans cette population-là, évidemment, de cœurs qui sont généralement déjà très dilatés. Et donc, ces conclusions-là, elles aboutissent à un nouveau concept dans la fuite mitrale secondaire, qui est fuite mitrale proportionnée ou disproportionnée, c'est-à-dire proportionnée à la dysfonction et à la dilatation ventriculaire gauche, ou bien disproportionnée. Et en fait, quand la fuite mitrale paraît disproportionnée par rapport à la sévérité de la maladie du ventricule gauche, il y a très certainement une place pour le traitement percutané par MitraClip, alors que quand la fuite est juste proportionnée, donc on pourrait imaginer que en l'occurrence, elle agit comme une soupape, il n'y a probablement pas de bénéfice à faire un traitement percutané. Dans peu de temps, va être publié ce position paper qui reprend un peu ça, en fait, et avec un algorithme décisionnel pour les fuites mitrales secondaires qui dit bien que dans ce contexte-là, une fois que le patient a été optimisé avec la CRT, la revascularisation si besoin, etc., si la fuite mitrale reste sévère et le patient symptomatique, après avoir envisagé une éventuelle greffe ou assistance cardiaque si c'est possible, il faut comparer son patient à la cohorte coapt et aux critères de coapt. Donc, sort supérieur à 30 mm², et volume télédiastolique indexé du VG inférieur à 96 ml par mètre carré. Et si c'est le cas, lui proposer un traitement percutané par MitraClip. Alors que si le patient a un VG plus dilaté, une fuite moins sévère, c'est probablement pas bénéfique pour lui d'en bénéficier. Donc, ces études et surtout la différence de résultats des deux études a permis aussi d'avoir une sélection plus précise des patients. Là-dessus pour autoriser le remboursement du MitraClip dans l'indication de l'insuffisance mitrale secondaire, puisque elles reprennent très exactement les données de coapt avec pour être remboursé, le patient doit avoir une fraction d'éjection entre 20 et 50%, une surface d'orifice régurgitant supérieure à 30 mm², un volume télédiastolique indexé inférieur à 96 ml par mètre carré. Les patients qui ne rentrent pas dans ces critères ne sont pas éligibles au remboursement. Le journal officiel est paru il y a une quinzaine de jours, donc c'est tout récent et ça s'appuie sur les résultats de l'étude coapt. Voilà, donc en conclusion, je redis donc que c'est très important de comprendre l'anatomie pour quand on s'intéresse à la fuite mitrale secondaire. Il ne faut pas négliger son impact pronostic qui est très important et démontré depuis longtemps. Il n'y a pas beaucoup de traitements qui ont montré une efficacité dans cette population et le MitraClip a une place après sélection précise des patients, ce qui nous a été ce sur quoi on se base étant l'étude coapt qui nous a permis et l'étude MitraFR qui nous ont permis de progresser dans la sélection la plus précise possible des patients qui pourront en bénéficier. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vais passer la parole à Saïd. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y en a pas. Alors bonsoir à tous, moi je vais vous parler plutôt de l'aspect technique et vous allez voir, on a monté un film sur une insuffisance mitrale fonctionnelle que nous avons réalisé dans le service et vous allez voir en salle de cathétérisme, on a filmé à la fois les opérateurs en train de travailler, les écrans avec les moniteurs, les niveaux de pression, mais aussi l'échographie. Donc vous allez avoir sur le même défilé l'échographie, l'angio et notre position dans la salle. Donc je ferai des pauses de temps en temps pour arrêter le film et expliquer parce que ça risque d'aller un peu vite. Donc ça c'est une fuite mitrale fonctionnelle par dilatation de l'anneau mitral. On a l'échographie transœsophagienne et vous allez voir la fuite, elle va paraître
sur cette coupe bicommissurale très importante, centrale. Voilà, donc ça c'est sur les coupes 3D. On voit bien qu'il y a un petit gap ici, avec une fuite mitrale centrale. Et donc, sur ces fuites mitrales, ça c'est le True View, sur ces fuites mitrales centrales, fonctionnelles, généralement on utilise des clips NTR, qui sont des clips un peu moins longs. Martin vous a montré les bras. Et il y a des bras plus longs que d'autres. S'il faut attraper avec un clip qui a des grands bras, on peut déchirer les deux valves. Donc il est plus judicieux de mettre deux clips un peu plus petits pour éviter d'avoir trop de tension sur les feuillets valvulaires. Donc on va commencer par faire le transseptal. Donc le transseptal est guidé par l'échographie. Là, vous voyez le tenting du cathéter. Le transseptal doit avoir une position qui doit être supérieure et postérieure pour avoir à peu près ici, on va mesurer par rapport à l'anneau mitral, 45 mm au niveau du tenting. Donc tout est guidé par l'écho. Dès que l'échographiste, en l'occurrence Martin, valide, on va faire le transseptal. Donc l'aiguille va ponctionner le septum interatrial, quelques extrasystoles, autour de 16 mm de mercure. Et à ce moment-là, on va épariner le patient et on va essayer d'obtenir un ACT au-delà de 250 à 300 pour ne pas avoir de caillots. Il y a un temps de préparation du clip que je ne vous montre pas. Le clip est préparé, et donc là, on va venir avec le cathéter. On va monter par la veine fémorale sur guide stiff, donc un guide rigide, au travers du septum interauriculaire. Donc le guide cathéter, il est orientable. Voilà. Et dans ce cathéter, on va pousser notre clip, qui est là un clip NTR. Donc le clip arrive dans l'oreillette gauche, tout est guidé par l'échographie, il ne faut pas qu'on touche les structures adjacentes, il ne faut pas qu'on aille dans l'auricule, il ne faut pas qu'on aille trop sur le toit de l'oreillette. Et donc le clip est aussi orientable, donc vous voyez la sonde d'échographie transœsophagienne qui cherche le clip. Donc on va faire des mouvements de torsion sur ce clip vers la valve mitrale qui est là. On va se guider par la couleur de la fuite pour savoir où est-ce qu'on doit aller. Et le patient avait une fuite très importante. On a décidé de mettre d'emblée deux clips. L'un sera en position latérale et l'autre en position médiale pour essayer de capturer les deux bords de A2P2 sans trop tirer sur les feuillets. Donc ça, c'est le premier clip qui va être en position latérale, puisque l'auricule est par là, sur cette coupe bicommissurale. On va ouvrir le clip. Là, le clip est ouvert. On va chercher la perpendicularité sur une coupe 3D. Donc, on est perpendiculaire à A2P2. Et là, je m'arrête 2 secondes. Là, on va franchir la valve mitrale. Donc, vous voyez les deux bras du clip qui sont bien ouverts. À la limite, on peut tout faire sur l'échographie transœsophagienne sans faire trop de scopie. Mais la scopie est importante pour l'orientation parce que quand on pousse le clip dans le ventricule gauche, il y a trop de tension sur le cathéter, donc il peut tourner. Et en fait, on peut corriger ce mouvement de rotation en inversant le mouvement du bras. Et donc là, vous voyez, on remonte le clip sur les deux valves qui sont donc A2P2. Et là, il y a un mouvement qu'on appelle de grasping. Donc, on va descendre ici, là, vous allez les voir, 2 palettes.
hop, et après on va fermer le clip sur la valve. Donc ici, vous voyez, on a le clip qui est en position latérale, il nous reste une fuite ici qui va être en position médiale. Et là, le travail de l'échographiste est surtout de vérifier que les deux valves sont bien piégées dans le clip. Une fois qu'on a validé que c'est bien protégé, on va larguer le clip. Donc vous voyez là, le cathéter largue le clip. On va faire le mouvement inverse, on va tirer sur le device. Et on va venir avec un deuxième clip qui va être maintenant en position médiale, donc un peu plus bas sur cette coupe que le premier clip. On va faire les mêmes mouvements. On va tirer ici le système parce qu'on est trop en poussée. Vous allez voir quand je tire sur le système, le cathéter et le clip vont descendre en dessous du premier. On va continuer notre mouvement de torsion du cathéter un peu en position médiale pour le faire un peu horizontal et parallèle à l'autre. Et pareil, on va ouvrir les deux bras du clip. On va chercher la perpendicularité, on va franchir. Là, on a franchi. On est plus bas que l'anneau mitral. On va remonter sur la valve et on va faire ce qu'on appelle le grasping, donc descendre les palettes et en même temps, de façon presque concomitante, fermer les deux bras du clip. Que vous allez voir en quelques secondes. Donc on prend notre temps avec ces procédures de mitra clip. Là, les deux clips sont posés. On peut toujours le placer ailleurs si on veut, à cette étape-là. Donc il faudrait vérifier que le gradient transvalvulaire, voilà, il est à 4 mm de mercure, donc il est en dessous de 5 mm de mercure, donc on n'est pas sténosant. On va vérifier maintenant que l'impact sur la fuite est bien obtenu, donc on a moins de fuite, on a une petite fuite ici, là, qui reste résiduelle entre les deux bras du clip. On va larguer le clip. On va retirer le cathéter, on va vérifier en échographie, à la fois sur toutes les coupes qu'on avait faites, le résultat. Donc une petite fuite entre les clips. Et ça, c'est la coupe qui est en échographie trans en 3D, qui permet de voir que les deux clips sont bien parallèles l'un à l'autre, sur A2P2, assez centraux, pour capturer les deux berges de A2P2. Voilà, je vous remercie. Alors, les questions. Merci à Martin et Saïd pour ces deux présentations, une théorique et une plus technique. Je ne me suis pas présenté, je suis Ramzi Ramadan, je suis donc chirurgien cardiaque. Et nous autres chirurgiens cardiaques, on n'aime pas, et on sait depuis longtemps, intervenir sur des insuffisances mitrales secondaires, fonctionnelles. Tout simplement parce que le chirurgien, il aime identifier un défaut et le corriger. Or, dans ces fuites-là, la valve mitrale est strictement normale et on doit intervenir sur la taille de l'anneau. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de réduire l'anneau par une annuloplastie sous-dimensionnée. Et on sait depuis longtemps que les résultats à 5 ans de ces annuloplasties sous-dimensionnées ne dépendaient pas de la fuite résiduelle, mais vraiment de l'importance de la pathologie du ventricule gauche sous-jacent. Et ça m'étonne pas, ce que vous a présenté Martin tout à l'heure, que finalement les gens qui bénéficient le plus du MitraClip sont les patients qui finalement ont une fuite importante avec une certaine réserve ventriculaire et un ventricule gauche pas extrêmement dilaté. Voilà, Martin, tu as quelque chose à dire sur ma remarque sur l'annuloplastie sous-dimensionnée et le pronostic de ces patients
fonction de leur fonction VG et de leur diamètre télédiastolique. Je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus, donc il peut rester des indications chirurgicales chez ces patients-là quand, par exemple, se discutent les pontages. Mais même dans ce cas-là, je pense que l'annuloplastie n'a pas des très bons résultats parce qu'il y a beaucoup de récidives de fuite. Et en plus, c'est très difficile d'évaluer l'efficacité parce que souvent, quand on est au bloc en fin de CEC, le patient est vide. Il est un peu hypotendu, donc il a une post-charge qui est basse et la fuite est minime. Et puis, une semaine après, quand il a été rempli de 3 litres en réa et qu'il a une tension normale, il a de nouveau une fuite sévère. Donc, je pense que l'annuloplastie, il faut vraiment y réfléchir avant d'envoyer un patient au bloc pour ça. Très bien. Ça, c'est une question plutôt pour Saïd qui vient de l'audience. Quelles sont les principales complications du MitraClip en dehors de la fuite résiduelle? Alors, les complications sont nombreuses. On est sous anesthésie générale. Donc, on a les complications de l'anesthésie générale. On a également une sonde d'échographie transœsophagienne qui est dans l'œsophage du patient. Donc, il faut aller vite. Il ne faut pas avoir des procédures très, très longues. Sinon, on peut avoir des accidents sur l'œsophage, des perforations ou des infections ou des nécroses. Hein. C'est déjà décrit. Sur la partie technique, on fait un abord veineux. Donc, il peut y avoir des complications veineuses. Il peut y avoir aussi des perforations de la veine cave. Vous avez vu, on monte sur guide rigide et on tourne le cathéter en faisant très attention de le suivre le long de son trajet. Et donc, il peut y avoir des perforations à la fois par le cathéter ou également avec l'aiguille de transseptale si elle quitte le cathéter. On a les complications du transseptal, donc on peut piquer l'aorte si on ne fait pas très attention, si on a une ponction très antérieure, si l'aiguille ripe et elle va vers l'aorte, on peut avoir des tamponnades sur des perforations de l'auricule ou de l'oreillette gauche ou de l'aorte. On peut avoir surtout également des complications infectieuses, on peut avoir des complications thrombotiques si on n'a pas bien anticoagulé le patient, on est à des ACT au-delà de 300. Donc, généralement, on fait entre 100 et 200 unités kilos. Donc, c'est des très fortes doses. Par exemple, un patient de 70 kilos, on est capable d'injecter entre 10 et 14 000 unités d'héparine, le tout monitoré. Alors, sur la valve mitrale à la fin, on peut déchirer la valve mitrale. La manipulation du cathéter, du clip et des dents que je vous ai montré, des palettes pour grasper, elles peuvent déchirer la valve mitrale si on ne capte pas au bon endroit, si on répète le grasping plusieurs fois, donc il faut être très précis. Il peut y avoir aussi des déchirures de cordage si on tourne le cathéter dans le ventricule gauche et qu'on chope des cordages mitraux. Voilà, je pense que j'ai tout expliqué. Je pense que j'espère n'avoir rien oublié des complications. Les complications sont vraiment exceptionnelles dans les études, que ça soit coapt ou dans l'étude MITRA-FR, comme Martin vous l'a montré. On a moins d'expérience que quand l'étude a été faite par rapport aux Américains, mais dans toutes nos procédures, il y a un proctoring par le laboratoire, mais il y a aussi, au départ, il y avait dans MITRA-FR un proctoring médical, donc on ne s'embarquait pas dans des procédures comme ça sans avoir de l'expérience. Est-ce qu'il y a eu des cas rapportés d'endocardite sur MitraClip? Oui, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Il y a eu des cas rapportés. Ça n'a pas l'air majeur, mais il faut pas oublier que comme tous les devices intracardiaques, le patient doit avoir une évaluation bucco-dentaire avant et doit avoir une prophylaxie oslérienne après, en fait. Et c'est parfois oublié avec ces nouveaux devices.
mais il faut le faire comme chez les porteurs de prothèses. Une autre question de l'audience. Peut-on implanter un MitraClip dans les parties où dans les insuffisances mitrales restrictives asymétriques? Je pense que la personne voulait parler des IM post-infarctus par tenting du pilier postérieur. Oui, alors c'est une indication possible. Il y a un élément dans ces cas-là qui va être important, c'est la longueur de feuillet mobile au niveau du feuillet postérieur. Il faut qu'il y ait quand même une partie du feuillet postérieur qui reste, qui garde un minimum de mobilité. Sinon, en fait, quand on va attraper ce feuillet avec le clip, il y a un risque de déchirure parce le feuillet est complètement tendu et immobile. Donc, le clip va juste l'attraper en le déchirant. Il ne pourra pas le rapprocher du feuillet antérieur. Donc, c'est une indication tout à fait possible, mais c'est un des éléments sur lesquels on est attentif à l'échographie, c'est la mobilité du feuillet postérieur et surtout quelle longueur de segment est mobile. Quel traitement antithrombotique après procédure MitraClip cardiagique pour 6 mois, c'est ça? C'est une des questions. Alors, les recommandations sont un peu floues, hein. Quand le patient a une indication d'anticoagulation, c'est l'anticoagulation qui prime. S'il n'a pas d'indication d'anticoagulation, généralement, on aime bien une anticoagulation pendant 3 mois, comme pour une plastie mitrale. Et oui, après les 3 mois, s'il n'a pas d'arythmie sur le Holter ECG, on peut switcher au cardégique. Donc, question suivante. Évaluation des IM secondaires avec un sort en forme de croissant. De quoi s'agit-il? Alors, effectivement, c'est difficile d'évaluer la sévérité d'une IM secondaire et je pense que la surface d'orifice régurgitant en 2D est pas forcément le bon indicateur, même si c'est du coup celui qui est retenu par l'indication du MitraClip notamment. Alors, si on a de la chance d'avoir des outils, des sondes d'écho 3D, on peut faire de la quantification en 3D. Donc là, en fait, c'est pas vraiment la surface d'orifice régurgitant, c'est la vena contracta, c'est la surface de vena contracta. Grâce à l'acquisition en 3 dimensions, on peut reconstruire la surface de la vena contracta. Après, il y a des données un peu différentes dans la littérature, donc il n'y a pas de cut-off extrêmement bien défini pour dire quand est-ce que la fuite est sévère ou pas. Il y a autre chose qui est probablement très intéressant, c'est la fraction de régurgitation à l'échographie ou à l'IRM éventuellement, en s'appuyant sur les mesures de volume. Par exemple, en échographie, on peut faire, s'il n'y a pas de sténose mitrale, c'est le cas quand on évalue avant un MitraClip, et s'il n'y a pas de valvulopathie aortique sévère, on peut faire le volume éjecté aortique grâce à l'ITV sous-aortique et au diamètre sous-aortique. On peut faire le stroke volume grâce à un Simpson ou idéalement à une FEVG 3D. Et la différence des deux, c'est le volume régurgité de l'IM. Et avec le volume régurgité de l'IM et le stroke volume, on peut en déduire la fraction de régurgitation. Donc je pense que c'est un paramètre indispensable à utiliser pour les IM secondaires. Et d'autant plus que c'est pas extrêmement compliqué et qu'on doit, pour poser l'indication d'un MitraClip, avoir des mesures de volume quand même assez précises, puisque c'est en volume. Donc ça veut dire qu'il faut faire au minimum une FEVG en Simpson et au mieux une FEVG 3D en écho ou une FEVG à l'IRM. Et dans ces cas-là, on peut tout à fait associer au volume et à la FEVG la mesure de la fraction de régurgitation. Une autre question, elle est pour toi, celle-là. Est-ce que les indentations profondes de la valve mitrale posent un problème pour le MitraClip? Et je pense qu'on a des souvenirs tous les deux. Alors, oui, les indentations posent problème. En fait, elles posent un problème surtout de validation. Est-ce qu'on veut aller faire un MitraClip avec une indentation?
On sait généralement que on parle plus du tout maintenant de la fonctionnelle, hein, on parle de la réparation percutanée par MitraClip de la valve mitrale, qu'elle soit fonctionnelle ou organique. L'indentation, quand on vient clipper sur, par exemple, A2P2 ou A3P3, il est assez fréquent d'aggraver la fuite mitrale parce qu'on tire le bord libre de la valve et donc du coup on ouvre l'indentation. Donc une des possibilités, c'est aller clipper en biais de part et d'autre comme ça en forme de A. Donc si on met A2 le sourire mitral avec la valve antérieure en haut, la valve postérieure. Si on a une indentation par exemple entre P2 et P3, on peut aller clipper A2P2 en biais et parfois aussi A2P3 en biais pour justement rapprocher les berges de l'indentation. Mais bon, honnêtement, voilà, il faut être très expérimenté, il ne faut pas que l'indentation soit très très profonde et il faudrait bien sélectionner le cas. L'avantage du MitraClip, je ne sais pas si Martin ne l'a pas dit, c'est que le MitraClip normalement ne ferme pas la porte à une réparation chirurgicale. Ce n'est pas parce qu'on fait un MitraClip et qu'on n'a pas un beau succès que le malade n'est plus opérable. Donc, si le malade est très fragile et qu'il est récusé chirurgicalement, ça c'est par exemple les remboursements maintenant, les indications du MitraClip dans la réparation organique. Aujourd'hui est remboursée la plastie percutanée chez les malades qui sont contre-indiqués chirurgicalement. Dans ces cas-là, le chirurgien n'a pas envie d'y aller, que les dossiers ont été staffés. Oui, on peut aller sur une indentation si tout le monde le valide. Non, si le malade est opérable. Et je vous rappelle qu'en France, on a un protocole qui s'appelle MITRA-HR, qui inclut des patients qui sont à haut risque opératoire, avec des critères de gravité, des critères de fragilité, où on randomise le patient entre MitraClip ou chirurgie. C'est un protocole, un PHRC national. Les centres MitraClip, tous ou presque, y participent pour savoir justement chez des malades qui sont validés pour le MitraClip et validés pour la chirurgie, la comparaison entre les deux. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus de questions, on pourra s'arrêter là. Merci. J'ai une question pour le chirurgien. Oui. Martin nous a montré la fuite mitrale qui est induite par la dilatation du ventricule gauche, mais il a aussi parlé du tenting de l'oreillette. Est-ce que c'est un concept qui paraît nouveau en matière de chirurgie ou non? Donc, est-ce que une dilatation de l'anneau par une oreillette gauche très dilatée chez un malade qui a une arythmie cardiaque ancienne, qui crée maintenant une fuite mitrale importante avec une fraction d'éjection conservée, pour le chirurgien, est-ce que tu as une idée? Est-ce que le concept est justifié, bon, de le faire par voie percutanée ou non? Certainement, parce que nous, la seule chose qu'on pourra proposer, c'est toujours une annuloplastie sous-dimensionnée. D'accord. Parce que là, du coup, on n'est pas dans la déchéance ventriculaire gauche. On a un ventricule gauche qui est à peu près correct, mais c'est que le volume régurgitant est très important et il commence à créer des symptômes. Oui. Merci. Il n'y a plus de questions? Non, je pense qu'on peut arrêter cette session maintenant. Merci à tous les participants. Merci à Saïd, merci à